Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du RSA qui va rentrer en vigueur le 1er janvier 2025. Bienvenue dans l'émission avec Saba, Parler avec Saba. Je suis Saba, j'anime cette émission aujourd'hui avec mon cher ami Charlie. Comment vas-tu, Charlie? Ça va. Content d'être là avec toi aujourd'hui et de parler du RSA. Je suis ravie de t'accueillir. Nous avons quelqu'un qui est expert dans ce domaine et à qui je vais poser quelques questions. Puisque, vous le savez tous, les réformes ont changé et ils vont rentrer en vigueur le 1er janvier 2025. Tout à fait. Donc, pour parler un petit peu du RSA, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au nom qui avait changé? Au départ, c'était le RMI. Voilà, c'est ça. Donc, il faut savoir que, ça va pour tout te dire, je suis fonctionnaire d'État à la base. Donc, je travaillais au service du RMI. J'ai travaillé pendant 5 ans au service du RMI, avant que le RMI, qui était donc une institution de l'État, donc j'étais fonctionnaire d'État, devienne une institution du département, où le RMI a basculé par les lois de décentralisation, a basculé du RMI au RSA. Donc c'est passé du revenu minimum d'insertion au revenu de solidarité active. Voilà comment le RMI est devenu RSA. Et donc, moi-même, je suis devenu donc fonctionnaire. J'ai choisi d'intégrer le département et non de rester fonctionnaire d'État. Parce qu'on avait le choix soit de basculer à la préfecture, à l'occurrence dans le Val d'Oise, parce que j'étais fonctionnaire dans le Val d'Oise, ou de devenir au conseil départemental du Val d'Oise. J'ai fait ce choix d'être intégré au conseil départemental et pendant un petit moment encore, j'ai géré les dossiers du RSA sur la CLI 3, ce qu'on appelle la Commission locale d'insertion 3, qui est pleine de France. Donc Sarcelles, Gonesse, Garges, Villiers, voilà, Goussainville, tout ce côté-là, ce qu'on appelle la plaine de France. Je suis ravie de t'accueillir, comme ça on aura un peu plus d'informations là-dessus. Il faut rappeler aux téléspectateurs que le RSA, le RMI, a été créé par Martin Hirsch. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on a découvert qu'en fait, à la base, les enfants ne mangeaient pas à leur faim. Et le gouvernement a modifié cela, en fait, par la suite, pour justement, parce qu'ils ont découvert que non seulement, c'était pas que l'enfant qui avait des carences alimentaires, mais aussi les parents. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé, en fait, il avait déposé cette proposition de loi qui était le RMI. Ce que je n'ai pas compris, en fait, c'est que à la base, nous sommes dans un état de providence, comme son nom l'indique. L'état de providence en France, ça veut dire que nous sommes solidaires, à savoir que la personne qui travaille, elle est là aussi pour aider les plus faibles. Tout à fait, les plus démunis. Comment se fait-il, en fait, que du RMI, nous sommes arrivés à ce que tu as dit, le RSA, c'est-à-dire, on l'a fait, on a poussé les gens à travailler. Et c'est quelque chose que moi, je ne comprends pas, et je pense que d'autres personnes ne comprennent pas non plus. Est-ce que tu pourrais nous donner plus d'explications? Alors, il faut savoir que, comme tu dis, Saba, nous sommes dans un pays de providence, mais aussi, rappelons-le aux gens, nous sommes dans un pays de droit, et donc de droits sociaux. Et la France a cette particularité d'être un pays de déclaration. Celui qui ne déclare pas, tant qu'il ne se fait pas prendre par l'État, entre parenthèses, il peut déclarer ce qu'il veut. Et donc, il faut savoir que le RMI a été aussi, qui n'était pas... Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des liaisons entre ceux qui touchent le RSA, la CEPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, avec l'assurance chômage. Donc aujourd'hui, France Travail, qui était le Pôle emploi avant. Avant, il n'y avait pas comme ça de lien entre les différentes institutions. Oui, ils ont centralisé. Voilà, maintenant tout est centralisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'impôt à la source, on sait plus de choses et on peut moins tricher, entre parenthèses. Donc, alors, tout ça a apparu sur le fait que les gens pouvaient déclarer ce qu'ils voulaient. Mais il y avait de moins en moins de personnes qui déclaraient ou qui faisaient du black. Et donc, ils ont voulu mettre le RSA en place pour permettre aux circonscriptions d'action sociale, donc les CCAS, au niveau des mairies, de plus gérer un panel de personnes. C'était géré, je crois, par les assistantes sociales. C'était au départ géré que par les AS. Mais il y avait après tout le service du CCAS, de la circonscription sociale, qui devait, on va dire, les services sociaux au niveau des mairies, qui devaient gérer cela.
Et donc, on a voulu faire du social. Mais malheureusement, le social tue le social. On en a fait trop. Ce qui fait que après, il fallait montrer patte blanche. Il fallait, on va dire, on était de plus en plus contrôlé dans ce qu'on faisait, dont on allait voir les gens. Et quelque part, l'État s'est un peu trop substitué aux personnes, ça veut dire à l'éducation. Parce que si on venait chez toi, parce que tu touchais par exemple le RMI ou le RSA, et que tu n'élevais pas bien ton enfant, ou qu'il manquait même des fois des rideaux hein, à tes fenêtres, on disait que c'était dans une situation précaire. Ça veut dire que malheureusement, l'État, en faisant trop de social, s'est trop substitué excuse-moi, aux personnes elles-mêmes qui sont laissées vivre. Ça veut dire aussi qu'il y a eu plus de contrôle, donc ils sont devenus plus contrôlants, plus fliqués, en Plus quelque sorte. fliqués. Il y a eu plus de contrôle. Vulgarité, en Voilà. étant un peu Puisqu'il y avait plus... cet argent qui arrivait dans, on va dire, au niveau de la CAF, puisque c'est toujours la CAF qui versait, on va dire, l'allocation, le RMI, RSA aujourd'hui, c'est toujours la CAF, les caisses d'allocation familiale qui le versaient, en relation avec les services d'État. La CAF, c'est l'État. Voilà, c'est État. Alors que, justement, le RSA est devenu département. Toujours en lien entre les deux. Et malheureusement, il y a eu trop de dérives. Moi, je me rappelle que quand je travaillais dans ce service, il y avait énormément de remises de dettes. Des gens qui quelque part, ne déclaraient pas qu'ils avaient des revenus. Et quand ils se faisaient dénoncer, soit par des gens de la famille, ou soit ils avaient un contrôle inopiné, soi-disant, parce qu'il faut savoir que dans le Val d'Oise, en l'occurrence je parle du Val d'Oise, on était plus de 16 000 allocataires pour même pas, on va dire, 500 agents qui pouvaient couvrir un territoire. Alors rendez-vous compte, 16 000 allocataires déjà, rien que dans le Val d'Oise je parle, hein, à l'époque. Je vous parle de ça, c'était dans les années 2010. Hein. Donc c'était impossible de tout faire. Par contre, les gens, parce que entre nous, malheureusement, la nature humaine est ainsi faite, il y avait des délations, il y avait des coups de fil anonymes, des gens qui nous écrivaient pour qu'on aille contrôler, des gens qui se plaignaient que, pareil, toujours par rapport aux immigrés, parce que j'ai même des collègues qui sont devenus, on va dire, un peu, côté un peu raciste, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, je vous parle des lois Mitterrand, donc au niveau du RMI, il y avait la priorité aux étrangers. Il y avait une priorité aux étrangers. Et des Français se plaignaient que, parce qu'ils dépassaient des fois de 2 euros du seuil de précarité, ils n'avaient droit à rien. Alors que les étrangers avaient droit à tout. Et ça a suscité aussi beaucoup de haine, malheureusement, de mépris et, entre parenthèses, de racisme dans beaucoup de cas. Donc, si je résume bien, en fait, ce qui devait être quelque chose pour aider les gens, en définitive, les a emprisonnés. Voilà, les a emprisonnés dans le fait d'attendre, encore une fois, les choses de l'État et de ne plus être acteurs. D'être assistés. D'être assistés, voilà, l'assistanat. Et c'est ça, malheureusement, qui nous a un peu perdus parce qu'on est devenu de plus en plus dans l'assistanat. Au lieu que les acteurs sociaux nous mettent en avant et nous fassent travailler, ça veut dire nous fassent comprendre que c'est par le travail qu'on a ce regain, on va dire, d'espoir et de vie. Non, ils ont dit, pour eux, fallait, en fait, compte, le social fait vivre le social. C'était comme si le chien se mord la queue. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours besoin d'être reconnus par ce côté social. Et donc, nous, on va dire, nos dirigeants nous disaient, il faut les sortir la tête de l'eau, mais pas tout le corps. À ce point-là, c'était là. C'était à ce niveau-là. Je te remercie de nous donner toutes ces informations pour qu'on comprenne un peu mieux. Une autre question, parce qu'ils ont introduit aussi, il y avait le RSA pour les familles qui avaient des enfants, mais aussi pour des gens qui avaient 21 ans ou plus. Oui, c'est ça. Je crois jusqu'à 27 ans. Jusqu'à 27 ans. Ça veut dire que du RSA, il y a eu RSA personne seule, il y a eu personne en couple, il y a eu le RSA limite étudiant. Parce qu'il y avait des gens en études, on a remarqué, qui ne pouvaient pas être aidés des parents et qui, n'ayant rien, ben, on mettait, comme tu dis, jusqu'à 27 ans un seuil, une partie en tout cas au RSA et l'autre partie par la bourse, par exemple. Et il y a eu jusqu'à ces choses-là qui étaient pour permettre, on va dire, aux gens qui étaient dans des situations plus ou moins précaires de pouvoir subvenir à leurs besoins. Il y a eu plusieurs comme ça voies. D'accord. Là, la question qui se pose, puisque maintenant, avant de parler de ce qui se passe à l'heure actuelle pour le 1er janvier, le RSA en lui-même, il était très très bien contrôlé, puisque la personne, il me semble, lorsque la personne elle était au RSA, elle devait avoir un rendez-vous avec une assistante sociale et on devait justifier de ses recherches d'emploi. C'était déjà un étau qui était très très serré. Ça devenait de plus en plus serré. Donc, qu'est-ce que tu ouais. penses des gens
parce que j'entends beaucoup sur TikTok Ouais. et ailleurs dire que les gens, en fait, profitent de l'État, profitent du RSA et qu'ils ne sont pas contrôlés. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Non, je suis pas d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de contrôle, parce qu'on n'est pas assez, il n'y a pas assez, on va dire, d'acteurs, de personnes qui s'occupent de ces personnes-là, et ils sont de plus en plus nombreux, faut le savoir. Mais il y a des contrôles. Maintenant, ces contrôles il y a les circons, il y a aussi toutes les associations qui s'occupent justement de la précarité. Il Exactement. y a, avant, c'est vrai que moi, j'allais souvent dans ce qu'on appelle des commissions de fonds de facilité pour permettre aux gens d'avoir des fonds de facilité qui allaient à l'époque jusqu'à 10 000 francs. Pour, par exemple, je te parle des gens du voyage qui faisaient des marchés, qui devaient avoir des étalages, qui devaient des fois changer de camion, et ainsi de suite. On recevait ces personnes-là et ils étaient défendus par, on va dire, des assistantes sociales ou des personnes, en tout cas, qui pouvaient nous parler de leur parcours et du fait que c'était important pour eux pour avoir ces fonds Donc, de donc, facilité. si je résume bien, les personnes qui sont en demande de RSA doivent constituer un Un dossier qui dossier, doit être reçu bien et on sûr, peut être rejeté du RSA. tout à On fait, n'a pas besoin de faire un peu plus de verrouillage ou de flic puisque le dossier passe en commission avant qu'on nous accorde bien le sûr, RSA. bien On est sûr, bien d'accord bien là-dessus. sûr. Les Pourquoi dossiers je... sont traités, on va dire, au niveau donc du département aujourd'hui. On ajourne le dossier quand il n'y a pas assez d'éléments, ou alors on le traite, il est actif, ou on le rejette. Il y a soit le rejet, soit l'ajournement pour plus d'informations, ou soit l'activation du dossier RSA pour qu'il puisse continuer avec un suivi. D'accord. Forcément, toujours un suivi. Donc, il y a bien un contrôle. Oui, Donc, ça élimine complètement ce qui se dit, c'est-à-dire la thèse RN, comme quoi les gens viennent de l'étranger ou qui sont d'origine étrangère et qui profitent, en fait, du RSA, etc. ah non, ça c'est vrai que c'est faux. Maintenant, forcément, l'erreur est humaine. Oui, On va dire qu'il y a des gens autour de ça. Et c'est vrai qu'on a reproché, par exemple, à beaucoup d'assistantes sociales, en voulant trop aider, à dire trop de choses aux gens. C'est-à-dire que oui, il y a eu ce reproche-là de fait aux assistantes sociales qui, par ce regain d'humanité, de vouloir aider, d'humanisme, vont trop dire. Ça veut dire qu'ils vont parler des droits des étrangers, mais ils vont plus parler de leurs devoirs. Et c'est d'accord. la seule chose qu'on pourrait leur reprocher, c'est que à vouloir être autant dans l'humain, ils vont parler que des droits. Oui, tu as droit à ça, tu as droit à ça, tu as droit à ça. Mais ils oublient que avant les droits, c'est les devoirs. Vous êtes sur un sol étranger, on vous aide, vous avez les demandeurs d'asile, vous avez les gens en situation irrégulière qui n'ont pas encore tous les papiers, il y a les enfants, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'enfants ici, exprès, viennent en étant mineurs et se retrouvent dans nos départements vers les conseillers départementaux généraux pour avoir, comme ils sont mineurs, d'avoir le droit d'asile et le droit de rester sur le sol français. Et tant qu'ils sont mineurs, ils sont toujours là. On est obligé donc de les prendre et de les mettre soit dans les foyers, soit dans des familles d'accueil, et ainsi de suite. D'accord. Donc la France est un pays de droit, mais on en oublie trop les devoirs. Et c'est malheureusement ça qui a blessé beaucoup de personnes et qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle que des droits, mais on en oublie nos devoirs. D'accord. Mon autre question, c'est que moi aussi, j'ai passé un diplôme en sciences humaines, un master en sciences humaines, justement en CPI, c'est-à-dire conseillère en insertion professionnelle. D'accord. Donc, moi, ce que j'ai pu constater, en définitive, c'est que il faut dire aux téléspectateurs quelque chose qui n'a jamais été dit dans le plateau. Pôle emploi, ce qui est devenu France Travail à France l'heure Travail actuelle, actuel, oui. elle-même qui contrôle à l'heure actuelle les gens qui sont au RSA, ne trouve pas de travail aux gens. C'est vrai. Il faut vraiment rappeler ça, et il faut que ce soit très très clair dans la tête des gens. Mhm. C'est-à-dire que France Travail, anciennement Pôle emploi, n'est pas là pour vous trouver du travail. Il est là juste pour payer Et les contrôler. prestations Et contrôler. et contrôler. Mhm. Point barre. C'est vrai qu'ils ont de plus en C'était plus du quelque chose mal. que Ouais. je voulais absolument dire, Mhm. puisque dans les sphères politiques, etc., à part quelques députés qui sont plus ou moins honnêtes, qui sont très rares, Mhm. qui ne disent pas ce genre de choses aux gens. Donc ça crée l'amalgame et encore une fois la haine, etc. Et nous sommes dans cette émission-là, comme celle de Talk Show où nous Le animons midi. tous les deux, le Ouais. midi, pour dire les choses et la vérité. Mhm. D'autre part, j'avais une autre question aussi concernant là ce qui va se passer,
puisqu'il y a eu une expérimentation, il me semble, dans 50 départements, à peu près, ou 50 villes, je ne me souviens plus, tu vas me corriger là-dessus, où il y a eu l'expérimentation justement sur le RSA pour envoyer les gens au travail. Oui. Messieurs, dames, ces politiques ont décidé un matin, ils ont vu la lumière, ils ont dit, tiens, on va faire en sorte que les gens touchent le RSA, enfin le RSA, Oui, oui. exactement, j'allais dire le RMI, le RSA. puissent aller, il faut qu'ils aillent travailler, Ah. d'accord? Il va falloir qu'ils fassent 15 heures de travail, ouais. d'accord? Ça a déjà été fait dans les Yvelines, moi j'ai vu, il y a eu 15 heures semaine, hein. Faut préciser, 15 heures par semaine. Exactement, pardon. Le problème est le suivant, c'est qu'on oublie qu'on est dans une conjoncture difficile, à savoir que après le Covid, on a énormément d'entreprises qui ferment en France. Tout à fait. Ça, c'est le petit 1. Petit 2, pour avoir accompagné comme toi des gens éloignés de l'emploi, on les appelle les éloignés de l'emploi, nous avons des gens qui sont SDF, qui sont sans domicile fixe. Tout à fait. Donc, de par ce fait... Qui voyagent de tel endroit à tel endroit. Tu as parlé tout à l'heure des gens du voyage, pardon. Il n'y a pas que ça. Nous avons aussi des gens qui sont inaptes à travailler. À travailler, bien sûr. Donc, le RSA, en fait, il est à lui seul 40% apparemment de personnes qui touchent le RSA. Dans ce RSA-là, il y a 300 000 jeunes. C'est ça, tout à fait. Donc, on va faire quoi de ces gens-là? Oui, oui. Alors, c'est vrai la question que je me pose. La question, enfin, oui, que tu as raison de te la poser, c'est que beaucoup, des politiciens, en tout cas, à chaque fois qu'on parle d'immigration, de politique migratoire, et qu'on parle, on va dire, de personnes défavorisées, ils vont vouloir toucher au RSA. Comme aujourd'hui, France Travail, qui parle de descendre, on va dire, à chaque fois, les mois où on doit toucher le chômage. Tout simplement. C'est vrai qu'ils s'attachent souvent à ça, mais ils oublient que tout le monde ne peut pas travailler, d'une part. Il y a beaucoup de gens dans le RSA qui sont illettrés. Exactement. Beaucoup d'associations gèrent ce genre de cas. Et malheureusement, ces associations ont de moins en moins d'aides et de subventions. Il faut le savoir. Moi, la première. J'ai accompagné pendant 28 ans. Voilà, et beaucoup ne s'en sortent plus. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens africains ou étrangers, de toute façon, qui arrivent en France, qui ne connaissent pas bien la France, qui ne parle pas bien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les préfectures mettent en place le fait que pour avoir, quand tu es demandeur d'asile, et surtout quand tu es en situation irrégulière, pour avoir, on va dire, ton visa d'1 an, il faut connaître la France, connaître la Marseillaise. Beaucoup de préfectures mettent ça en avant en ce moment. Oui. Mais quand déjà tu ne sais pas lire et écrire, comment tu vas connaître la France, la Marseillaise et compagnie? Parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, pillés, encore une fois, par les puissances coloniales chez nous, en Afrique, qui viennent ici parce qu'ils ne s'en sortent plus dans leur pays. Ils viennent ici pour essayer d'avoir un regain d'espoir. Ils n'ont plus que ça, espoir, la religion et les prières pour réussir. Et c'est vrai que quand ils arrivent ici, ils sont confrontés à la France des papiers. Tu n'as pas de papier en France, tu ne travailles pas. Alors c'est un peu comme, encore une fois, le chien qui se mord la queue. Parce qu'on te dit que tu ne peux pas travailler parce que tu n'as pas de papier. Mais tu n'as pas de papier parce que tu ne travailles pas non plus. La logique. Hein. Voilà, il n'y a pas de logique, quoi. Et tous ces gens-là, c'est les associations, que ce soit les associations pour les demandeurs d'asile, que pour les personnes en précaire, défavorisées, qui s'occupent de ça. Et ils ont moins en moins de subventions. Et ça, c'était aussi, quelque part, cette France profonde qui en pâtit le plus. C'est pas le haut du panier, encore une fois. Parce que, oui, le RMI, RSA, il y a des gens qui ont très bien gagné leur vie, qui aujourd'hui sont au RMI ou au RSA, en l'occurrence actuellement. On oublie que n'importe qui, à un moment de sa vie, peut basculer. N'importe qui. Exactement. Et donc, on n'est pas tous... On ne peut pas parler de travail à quelqu'un qui n'est pas apte à travailler, ou qui n'a pas la tête au travail, exactement, et qu'il faut qu'on aide autrement. C'est tout ça que je tenais à dire. La deuxième chose, moi, pour être CPI, c'est-à-dire conseiller en insertion professionnelle, qui est mon autre casquette, ouais. Est-ce que, et c'est ce que certains politiques disent du PS, députés, est-ce que le gouvernement ne tente pas en définitive de combler, de sortir les gens du RSA et d'avoir des employés à un moindre coût? Moi, bon, là-dessus, certainement. Moi, je pense réellement que c'est, encore une fois, c'est on déshabille Paul pour habiller Jacques. C'est juste ça. Ça veut dire qu'on le sert du côté du volet de
du travail pour, entre parenthèses, mieux les contrôler d'une part, et pour les remettre dans le volet insertion. Mais qui dit insertion dit avant tout insertion sociale. Exactement. Et le travail, même si c'est un lien social, mais tu ne peux pas travailler si déjà toi-même tu ne te sens pas intégré ou inséré, Exactement. quelque part. Et c'est là-dessus que ça peut pêcher. Moi, je dis c'est là-dessus. Donc, le travail, oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, en France, on a cette pression du travail. Il faut travailler, mais tout le monde ne peut pas travailler. Exactement. On a cette pression de travail. Il y a beaucoup de Français qui sont mal dans leur peau. On parle de plus en plus d'isolement, de déprime, de dépression, de suicide. Il faut d'abord régler des problèmes de santé, avant toute chose. Et donc, on mélange tout. Oui, il faut travailler, et de l'autre côté, ils ne sont pas insérés, ils ne sont pas intégrés. Non, c'est là où on n'est pas d'accord. C'est vraiment, je déshabille Paul pour habiller Jacques. Et c'est ce que le gouvernement sait très bien faire, manier les mots, tout simplement. Je voudrais parler un petit peu de toi, puisque je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour finir l'émission. Et j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, de tes objectifs dans le futur, etc. Voilà. Ok, donc moi, comme je te disais, je suis à la base donc fonctionnaire, j'ai été fonctionnaire d'État, je suis aujourd'hui fonctionnaire territorial, je travaille au conseil départemental du Val d'Oise. Aujourd'hui, j'attends un poste d'ailleurs, parce que j'avais pris, on va dire, une disponibilité pour convenance personnelle, c'est-à-dire pour m'occuper de moi, parce que j'avoue que dans la fonction publique, on ne se sent pas forcément reconnus. Je suis cadre C, et c'est vrai que je trouve qu'on en fait plus pour les cadres A, voire les cadres B, un peu plus, mais pour les cadres C, qui sont les premiers maillons de la chaîne, on n'en fait pas assez. Comme je ne me sentais pas reconnu, j'avais pris une dispo. J'ai malheureusement aussi fait un burn-out lié au travail, donc justement, parce que, bon, bah, lié au travail et à une collègue, en l'occurrence, et si j'ai eu besoin de couper avec ça, de couper avec ce monde. Je suis parti donc en Afrique, où avant de partir, j'ai passé un diplôme de coach mental. Je suis moi-même éducateur sportif à la base, donc coach de tennis. Que j'ai passé ce qu'on appelle le diplôme d'état de prof de tennis, donc je suis devenu coach. Mais à côté de ça, j'ai passé, donc après cette dépression, j'ai passé ce diplôme de coach mental pour connaître les mentalités. Au départ, je voulais être même psychologue, pour tout te dire, parce que je suis dans l'humain, avant toute chose, et je ne comprenais pas comment on fonctionnait. J'arrivais pas à comprendre, j'avais même perdu ma propre identité africaine, je vais dire. Je suis fier de ce que la France m'a apporté, mais je suis surtout fier de ce que l'Afrique, ma terre de naissance, m'a donné, mes ancêtres. Je me suis reconnecté à eux en partant justement en Afrique. Là, je reviens de 3 ans passés en Afrique. Je suis rentré en février de cette année, 2023. 24 plutôt, excuse-moi. Et donc là, je suis dans la logique de redonner à l'Afrique ce que l'Afrique m'a apporté, et je suis dans la prise de conscience de nos frères et sœurs africains, dans le but d'évoluer, de comprendre qu'on a tout pour nous. On n'a rien à envier, on va dire, aux Occidentaux. On a tout pour nous, mais il faut qu'on prenne conscience. Donc je suis dans la conscientisation en ce moment de mon peuple, de l'Afrique, de mes frères et sœurs, et dans la volonté que, ensemble, on est capable de faire beaucoup de choses. D'où l'envie que j'ai de créer une marque de vêtements en ce moment. La marque s'appellerait le Caméaléon, ma marque Caméaléon, avec l'emblème du caméléon, qui est l'animal qui s'adapte le plus à son environnement. Mais nous, êtres humains, nous sportifs, je parle, c'est une marque d'abord liée au tennis, mais dans le tennis, il y a aussi cette envie de s'adapter aux surfaces, différentes surfaces au tennis, aux jeux, aux personnes à qui on est en face, c'est un sport de confrontation, un sport donc duelliste, et aussi de s'adapter à l'environnement, aux personnes autour de nous, et surtout à soi. C'est un sport de perception visuelle. C'est la vue qui compte. Et l'homme, dont sa grande splendeur, est un terme visionnaire. L'homme est dans la vue. C'est un acteur de sa vie. On voit, on veut prendre, on compare bien souvent. C'est malheureusement ça aussi la compétition. On se compare à l'autre. Et la vie, c'est une compétition. Mais il faut s'adapter. Et c'est pas gagner à tout prix, c'est être quelqu'un, devenir. Et moi, je suis dans l'être et non pas dans le paraître. Aujourd'hui, j'ai envie que mes origines ressortent et que cet être que je suis pas un être de lumière, mais je suis un être tout court, puisse apporter un peu de lumière, un peu de clarté à ces personnes qui vivent malheureusement dans le noir, même s'ils ne sont pas tous noirs. Je te remercie, Charlie, d'être venu vraiment pour cette émission. Je suis ravie de t'avoir reçu. J'espère qu'on aura l'occasion, encore une fois, de se revoir et de parler justement du burn-out. Tout à fait. Qui sera une très belle émission. C'est important. Beaucoup de gens en Afrique sont dépressifs. Je te remercie. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous dans l'émission Parler avec Saba.
Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.